Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Lynn. Lynn, on se connaît depuis très longtemps. Elle est incroyable. Je suis tellement contente qu'elle fasse partie de ce projet. Donc, Lynn, j'aimerais que tu te présentes au niveau de ta profession. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne? Bonjour. Premièrement, merci Stéphanie pour l'invitation. C'est vraiment un beau projet, donc continue avec tout ce que tu fais. Euh, Merci. Moi, en fait, je suis étudiante au doctorat en neuropsychologie, option recherche et intervention. En fait, dans mon programme, je me spécialise en neuropsychologie, donc j'apprends à être clinicienne en neuropsychologie et je fais aussi de la recherche, donc j'ai une thèse et je dois faire ma thèse pour mon doctorat. C'est ça. Ou en thèse de doctorat, clinicienne, c'est beaucoup de titres, hein, donc ça demande beaucoup d'études. Est-ce que tu peux un peu nous décrire, dans le fond, les différentes étapes pour arriver à où tu en es rendu en ce moment au doctorat? Parce que je sais que c'est très, très, très contingenté. Donc déjà, félicitations. Je suis extrêmement fière de toi parce que neuropsychologie, même moi en tant qu'infirmière, c'est un peu flou dans ma tête. Donc c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui pour plus élaborer là-dessus. Donc, Mhm. est-ce que tu peux tout d'abord élaborer les étapes pour en arriver à là où tu en es rendu? Et après ça, c'est quoi un neuropsychologue en soi? Mhm. Donc, pour être neuropsychologue, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'il faut? C'est que d'abord, il faut faire un baccalauréat en psychologie ou en neurosciences cognitives. Ensuite, il faut appliquer au doctorat. Donc, contrairement aux autres domaines, il est possible de faire le baccalauréat et appliquer tout de suite au doctorat. Donc, il y a plusieurs types de doctorats, mais je vais y revenir plus tard. OK. Si la personne ne veut pas aller au doctorat tout de suite ou n'est pas acceptée, parfois il y a certaines personnes qui appliquent à la maîtrise ou est-ce qu'ils font de la recherche. Par Mhm. contre, à la maîtrise, c'est vraiment juste de la recherche. Il n'y a pas de maîtrise pour être clinicien. Donc, OK. pour vraiment pratiquer et être clinicien, avoir des clients en neuropsychologie, il faut faire un doctorat. Puis, je vais vous dire plus tard un peu plus de détails par rapport aux différents types. Plus, c'est quoi un neuropsychologue? Mhm. Un neuropsychologue, en fait, c'est un spécialiste du comportement et du lien entre le comportement et le cerveau. Donc, le OK. neuropsychologue va vraiment aller regarder différents aspects du fonctionnement de la personne. Il va aller regarder la façon dont la personne est capable de mémoriser certaines choses. Il peut aussi évaluer le langage, l'attention, la façon de s'organiser. Mhm. Et il va pouvoir, avec toutes ces informations-là, il va pouvoir former ce qu'on appelle un profil cognitif. Et avec ce profil-là, on va voir quelles sont les forces et quelles sont les difficultés de la personne et quelles recommandations est-ce qu'on pourrait donner à la personne pour qu'elle fonctionne mieux au quotidien. Donc, c'est ce que ça fait un neuropsychologue. Puis, il ne regarde pas juste comment est-ce que ça se passe en mémoire, attention, langage, comme j'ai dit, mais on regarde aussi quelles sont les difficultés que la personne nous rapporte. On regarde aussi, on peut aussi regarder c'est quoi son histoire de vie, donc quel type Mhm. d'études la personne a fait. Il y a certains neuropsychologues qui vont regarder les bulletins aussi de la personne pour voir c'est quoi ses forces au niveau académique, c'est quoi ses difficultés Mhm. au niveau académique. Le Mhm. neuropsychologue peut aussi questionner les proches de la personne ou d'autres professionnels de la santé qui sont déjà Ouais. impliqués avec cette personne-là. Donc, Mhm. c'est vraiment, le neuropsychologue, il vient vraiment regarder un ensemble de choses pour pouvoir vraiment euh, guider un peu. OK. Le neuropsychologue vient regarder un Ouais, ensemble un de problème. choses pour vraiment pouvoir dire quelles sont les forces et les faiblesses ou les difficultés de la personne et pour pouvoir vraiment bien la guider selon le profil évalué. Super. Oh my. Tu vois, même moi, j'ai appris. Dans le fond, c'est tout. C'est comme dans le fond l'histoire de santé psychologique de la personne, puis voir comment on peut la guider par rapport à la résolution de problématiques en amont pour qu'elle soit, dans le fond, plus fonctionnelle, puis plus à l'aise avec qui elle est au niveau de son identité à long terme, puis dans toutes les évolutions des étapes développementales les étapes développementales de sa vie, c'est bien ça? Ben, c'est vraiment, c'est bien dit ce que tu as dit. En fait, le neuropsychologue, justement, comme tu l'as dit, c'est ça. Puisqu'on regarde un ensemble de choses, on peut vraiment aussi distinguer différents troubles. Donc, par exemple, quelqu'un pourrait penser qu'il a un TDAH parce qu'il a de la difficulté. Bon, beaucoup de personnes parlent du TDA, du trouble Ouais. déficitaire de l'attention. Donc, il a de la difficulté à se concentrer, il a de la difficulté à s'organiser et pense avoir un TDA. Mais ça se pourrait aussi que ce ne soit pas l'attention le problème. Des fois, ça peut être autre chose. Par exemple, l'anxiété.
quelqu'un qui est très anxieux peut avoir de la difficulté à rester attentif. Ou ça peut aussi être de la fatigue, ça pourrait être plusieurs autres choses. Donc, le neuropsychologue vient vraiment distinguer qu'est-ce qui vient de la cognition, donc de l'attention, de la mémoire, du langage, de la façon de s'organiser, et qu'est-ce qui vient de d'autres choses. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment utile d'aller voir un neuropsychologue parce qu'il pourra ensuite donner des recommandations qui sont vraiment ciblées aux problèmes de la personne. Ah, c'est bon, c'est parfait. Fait que c'est plus poussé, c'est plus personnalisé à chaque individu en tant que tel, sans nécessairement aller dans trop le général. Justement aussi, je voulais dire, j'avais pensé à ça, c'est que le neuropsychologue, à la fin, il écrit un rapport. Et ces rapports-là, ils sont quand même gros. Où est-ce que dans le rapport, on écrit justement l'histoire personnelle de la personne, ses antécédents médicaux, on regarde aussi ses plaintes. On observe aussi la personne lorsqu'elle est dans l'évaluation. Et ça, c'est justement tout ce que le neuropsychologue fait est écrit dans le rapport et les gens qui ont déjà été voir un neuropsychologue pourront voir que justement, c'est vraiment, on regarde vraiment un ensemble de choses. Puis les évaluations en neuropsychologie durent habituellement 6 heures. Donc, on a vraiment... oui, 6 heures de temps. Ouais. Ah! C'est long! Non, mais c'est bien. Donc, dans le fond, qui dit 6 heures, dit vraiment personnaliser les soins à la personne. Voilà, c'est vraiment personnalisé. Okay. En fait, habituellement, chez l'adulte, souvent, c'est 2 rencontres de 3 heures. Quelqu'un qui va voir un neuropsychologue peut s'attendre à ce que le neuropsychologue commence en posant plusieurs questions, toutes sortes de questions, vraiment pour bien comprendre pourquoi est-ce que la personne est venue voir un neuropsychologue et qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre de cette personne-là. Ah, c'est super! Mais en parlant encore dans le fond, les différents aspects de ta profession, est-ce que tu pourrais nous dire 3 aspects méconnus de ta profession que souvent, les gens, quand tu leur dis, sont comme « Hein, je ne savais pas ». La première chose dont je voulais parler, c'est la différence entre un psychologue et un neuropsychologue. Donc, le psychologue le psychologue regarde aussi le comportement humain de ses clients. Par contre, lui, il est plus spécialisé à l'aspect affectif. Donc, lorsque je parle d'aspect affectif, je parle vraiment de l'humeur, des pensées de la personne, de ses différents comportements et comment ces comportements sont influencés par ses pensées. Et le psychologue pourra le psychologue aussi peut faire de la psychothérapie, donc aider vraiment la personne à déconstruire ces pensées-là pour avoir un fonctionnement qui lui convient mieux. Mais le neuropsychologue, c'est plus l'aspect cognitif. Donc, le neuropsychologue vient évaluer, comme j'ai dit plus tôt, la mémoire, l'attention, le langage. Ces 2 domaines-là sont liés. Donc, un psychologue pourrait demander à son client d'aller voir un neuropsychologue pour investiguer un peu plus. Comme un neuropsychologue pourrait aussi référer à un psychologue pour gérer certaines choses aussi. Et aussi, certains neuropsychologues ont une pratique chacun de ces 2 professionnels-là peuvent parfois... Dans chacune de ces 2 professions, ça se recoupe. Donc, mais par contre, il y a une spécialité qui est un peu différente. OK. Ah, c'est bon, je savais, tu vois ça, je savais vraiment pas. Fait que tu vois quelque chose. Aussi, une autre chose que je voulais dire, oui, vas-y. Les neuropsychologues habituellement ne font pas de psychothérapie. Donc, si quelqu'un a vraiment... Ouais, ils ne savent pas? Non, ils ne font pas. Donc, quelqu'un qui aurait un trouble anxieux, ça serait quelqu'un qui aurait un trouble anxieux, habituellement, il pourrait aller voir un psychologue. C'est sûr que le neuropsychologue peut aller évaluer comment est-ce que l'anxiété vient avoir un impact sur la cognition, sur la mémoire, l'attention, le langage. Par contre, habituellement, typiquement, un neuropsychologue ne fait pas de psychothérapie. Et donc, voilà, ça, c'est le premier aspect. Intéressant. Fait que dans le fond, c'est plus la recherche, dans le fond. Je dirais pas ça comme ça, c'est de la clinique. Parce qu'en fait, c'est que le neuropsychologue, il va quand même évaluer la personne qu'il a devant lui et son comportement, mais c'est comme des lunettes différentes. Il y a une personne qui regarde un peu l'affectif, donc l'humeur, et qui vient traiter ça. Le neuropsychologue, lui, il vient évaluer. Donc, il vient évaluer la cognition. Il vient évaluer, est-ce que la personne est capable de se souvenir de certaines choses? Est-ce que la personne est capable de les apprendre? Est-ce que le problème vient est-ce que la personne est capable de s'organiser? Comment est-ce qu'elle s'organise? Et qu'est-ce qui nuit dans la vie quotidienne à son fonctionnement? Le psychologue,
le psychologue, habituellement, quand on parle de psychologue, les gens savent un peu plus c'est quoi. Donc, c'est pour ça que je fais vraiment la distinction de c'est quoi un neuropsychologue. Donc, Ben, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Oui, oui, justement. L'autre aspect aussi que je pouvais parler, c'est pour quelqu'un qui voudrait aller en neuropsychologie, en fait, ou en psychologie, il y a plusieurs différents programmes qui existent. Là, si je parle d'une façon globale, dans ce domaine-là, il y a 3 types de programmes. Il y a les programmes en clinique, donc où est-ce que la personne va faire un doctorat qui s'appelle le DPSY. Et dans ce doctorat-là, la personne apprend à être clinicien. Donc, elle apprend comment voir des clients et tout. Et souvent, les étudiants de ce type de doctorat font un projet de recherche, mais ce n'est pas une thèse. C'est un... my God, j'ai oublié. C'est pas une thèse, c'est un... OK, en tout cas, les étudiants de ce programme-là vont faire aussi de la recherche, mais moins de recherche, ça va être plutôt axé sur la clinique. Il y a un autre doctorat c'est le doctorat, c'est un PhD cette fois-ci, puis c'est un doctorat qui se focalise sur la recherche et sur l'intervention. Donc, ça, c'est le doctorat dans lequel moi je suis. Donc, les personnes qui sont dans ce doctorat-là reçoivent à la fois une formation en clinique pour voir des clients, mais aussi reçoivent une formation en recherche parce qu'ils font une thèse. Et sinon, il y a aussi un autre doctorat qui existe qui focalise uniquement sur la recherche. Et pour aller dans ce doctorat-là, il faut faire une maîtrise avant. Et ouais, donc ça, c'est en neuropsychologie, mais il y a la même chose en psychologie. Donc, quelqu'un pourrait décider d'aller en psychologie, pourrait devenir psychologue et faire le DPSY, donc juste être focalisé sur la clinique, mais quelqu'un d'autre pourrait faire un PhD en psychologie et avoir une thèse de recherche en plus de faire sa formation clinique. Il y a aussi une autre branche de la psychologie qui existe, c'est la psychologie du monde du travail. Et en fait, les personnes qui sont dans ce programme-là, eux aussi ne font pas de psychothérapie, les psychologues du monde du travail. En fait, eux, ce sont des gens qui travaillent beaucoup avec les corporations, qui peuvent aller aider certains organismes à régler qui peuvent aller aider certains organismes à évaluer le fonctionnement de leur entreprise, à aider aussi dans la sélection des employés, aider aussi dans la gestion de conflits. Donc, il y a vraiment la psychologie, c'est vraiment quand même un grand domaine avec plusieurs différents types, il y a plusieurs branches en fonction des intérêts de la personne. J'ai vraiment appris en toute honnêteté, là, comme, c'est toutes ces... C'est comme un arbre, hein. Tu as comme des ramifications, puis tout, c'est toutes les ramifications de ton domaine que justement, je trouve ça vraiment intéressant à savoir. Puis je trouve ça aussi intéressant de comprendre justement comment un psychologue puis un neuropsychologue travaillent en collaboration justement pour faire en sorte que le patient ait ou peu importe, n'importe quel citoyen, ait des outils nécessaires pour justement être fonctionnel puis avoir une qualité de vie qui est optimale. Mais dans le fond, ma prochaine question, c'est à quel moment de sa vie un citoyen peut avoir recours aux besoins d'un neuropsychologue? Parce que souvent, on pense parce que, tu sais, souvent, excuse de couper la parole, parce que souvent, on pense aux psychologues, tu sais, pour, par exemple, pour X problèmes au niveau émotif, au niveau du bien-être en général, mais c'est quand spécifiquement on dit, là, j'ai besoin d'un neuropsychologue. Je trouve ça vraiment intéressant que tu as parlé du fait que les psychologues et les neuropsychologues peuvent travailler ensemble, mais il y a aussi d'autres domaines qui se rejoignent aussi avec la neuropsychologie. Donc, je vais passer un peu justement quand est-ce que quelqu'un pourrait aller voir un neuropsychologue. Donc, ça peut être dans différents moments de la vie. Par exemple, à l'enfance, lorsqu'on voit qu'un enfant a de la difficulté à l'école, a de la difficulté à bien apprendre les différentes matières dans lesquelles il est impliqué, les parents ou les enseignants pourraient avoir l'idée de référer à un neuropsychologue qui pourra, lui, aller regarder est-ce que le problème vient d'un problème d'apprentissage? Est-ce que la personne, par exemple, aurait un trouble dyslexique, dysphasique aussi, ou est-ce que ce serait quelqu'un qui aurait de la difficulté avec les mathématiques? Est-ce que ce serait une dyscalculie ou est-ce que ce serait un trouble déficitaire de l'attention? Donc, il existe plusieurs différents troubles d'apprentissage qui existent que le neuropsychologue pourrait aller vraiment distinguer qu'est-ce que c'est. Parce qu'un enfant qui a de la difficulté en classe et qui a de la difficulté à rester concentré, on pourrait se dire, ah, c'est un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention, mais ça pourrait être autre chose aussi. Donc, le neuropsychologue vient vraiment regarder ça.
Ensuite, le neuropsychologue peut aussi être appelé plus tard dans la vie. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à s'organiser, à apprendre ou dans son milieu de travail a de la difficulté et se demande d'où vient sa difficulté. Il pourrait aussi aller voir un neuropsychologue pour savoir est-ce que c'est un trouble neurodéveloppemental à l'enfance qui n'avait pas été diagnostiqué, peut-être, qui était là depuis l'enfance, mais qu'on n'avait jamais diagnostiqué parce que ça se peut. Les gens se trouvent des trucs qui arrivent quand même à fonctionner parfois, même malgré qu'ils ont un fonctionnement de cerveau qui est différent. Ou est-ce que ce serait un événement de la vie qui serait venu affecter la façon dont la personne fonctionne. Donc, par exemple, un trauma. Quelqu'un qui aurait eu un trauma crânien, un accident de voiture, boum, coup à la tête, a des séquelles après. Le neuropsychologue pourrait ensuite aller regarder quelles sont encore les forces et les difficultés de la personne en fonction de son éducation, en fonction de son environnement. Ensuite, le neuropsychologue a encore un autre élément où est-ce que le neuropsychologue peut parfois être appelé aussi à l'âge adulte. Par exemple, quelqu'un qui souffre de problèmes neurologiques comme l'épilepsie, on va dire. Le neuropsychologue, encore une fois, peut aller peut aller dresser le profil cognitif. Et parfois, les neuropsychologues peuvent même être appelés lorsque des patients doivent aller se faire opérer au cerveau. Donc, le neuropsychologue peut aider à dresser le profil cognitif pour aller savoir si la personne a des difficultés en fait, le neuropsychologue peut aller dresser le profil cognitif pour savoir si l'opération serait sécuritaire ou non. Parce que si on voit que la personne a certaines fonctions qui risquent d'être atteintes par l'opération, ça peut peut-être aider à guider un peu les neurochirurgiens dans leur pratique après. Donc, il y a ça. Puis sinon, lorsque la personne vieillit plus tard, donc des personnes âgées souvent peuvent avoir parfois OK, je recommence. Sinon, un autre moment dans lequel le neuropsychologue peut être appelé, c'est lorsque la personne devient plus âgée et qu'on voit certaines choses dans son fonctionnement qui commencent à être problématiques et qu'on se demande est-ce que ce serait une démence, est-ce que ce serait une maladie d'Alzheimer ou autre chose. Il existe plusieurs types de démence, encore une fois. Il y a la maladie d'Alzheimer, mais il y a la démence à corps de Lewy, il y a plusieurs démences. Donc, encore une fois, le neuropsychologue peut venir décortiquer ça. Parce qu'encore une fois, à l'âge adulte, les aînés, des fois, lorsqu'ils ont certaines difficultés, la première démence à laquelle on pense, c'est maladie d'Alzheimer, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Donc, le neuropsychologue vient regarder ça aussi. Donc, c'est vraiment de l'enfance. Les neuropsychologues peuvent voir des enfants, peuvent voir des adultes, peuvent voir aussi des personnes âgées. Puis aussi, des fois, c'est pas nécessairement des personnes qui ont une atteinte visible au cerveau. Des fois, ça peut être quelqu'un qui simplement a de la difficulté à s'organiser et se demande d'où ça vient. Oui, c'est ça. Puis comme il veut juste aller creuser un peu plus pour un peu comprendre comme son fonctionnement en tant que tel. C'est ça. C'est très intéressant, mais justement, ça, on va ensuite dans la prochaine question. Tu l'as un peu expliqué, mais c'est juste, tu sais, des fois, on se demande un peu où est-ce que vous pouvez travailler, comme, tu sais, c'est dans quel milieu qu'on peut trouver les services d'un neuropsychologue dans nos différentes organisations de santé? Les neuropsychologues peuvent travailler à la fois au public ou au privé. Au public, ça peut autant être dans les milieux psychiatriques que dans les milieux hospitaliers, dans d'autres milieux hospitaliers, mais aussi il y a des neuropsychologues qui sont aussi, il y a certains neuropsychologues qui travaillent en réadaptation. Donc, avec des personnes, comme tu mentionnais tout à l'heure, c'est possible d'avoir un trauma crânien et après de vouloir dresser le profil cognitif ou avoir un AVC, puis après vouloir dresser les forces et les faiblesses de la personne au niveau de son fonctionnement. Donc, il y a certains neuropsychologues qui sont dans ces milieux-là. Et justement, tout à l'heure, tu disais que le neuropsychologue travaille avec le psychologue parfois, mais parfois, ces neuropsychologues-là peuvent aussi travailler avec ergothérapeute, avec orthophoniste, avec plusieurs différentes autres professions. Puis sinon, il y a aussi les neuropsychologues qui sont au privé, comme je l'ai mentionné, et il y en a certains aussi qui ont une pratique un peu plus spécialisée, il y en a d'autres qui ont des équipes multidisciplinaires aussi qui existent. Et sinon, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a aussi des apprentis neuropsychologues ou
futurs neuropsychologues qui sont dans les cliniques universitaires. Donc, l'avantage d'aller dans une clinique universitaire, par exemple à l'Université de Montréal ou à l'UQAM ou autre, c'est que le prix est moins dispendieux qu'au privé, mais aussi la liste... Non, je ne vais pas aller dans ces détails-là. C'est tout. Le prix est moins dispendieux qu'au privé parfois. Donc, il y a plusieurs différents endroits où est-ce qu'on peut aller voir un neuropsychologue. OK, d'accord. Ah, c'est super intéressant. Puis comme mot de fin, écoute, pour de vrai, j'ai tellement appris. Comme je te dis, je suis tellement contente que tu fasses partie des professionnels de la santé que j'ai eu la chance d'avoir dans ces différentes entrevues. Est-ce que tu aurais un mot d'encouragement pour quelqu'un qui va t'écouter pour justement qui serait très intéressé par ton domaine pour justement ne pas lâcher puis à persévérer? Oui, bien sûr. Ben, premièrement, de façon générale, là, je vais vraiment dire comme si quelqu'un qui m'écoute a un objectif et veut aller dans ce domaine-là, de ne pas lâcher, de foncer, de se renseigner parce que j'ai mentionné beaucoup de choses et il y a beaucoup de différentes subtilités. Il y a peut-être un domaine ou un programme qui serait plus adapté pour la personne. Donc, de se renseigner, d'essayer de se renseigner tôt et aussi de se renseigner sur les critères qui sont évalués pour aller dans ces programmes-là, puisque comme Stéphanie l'a dit, c'est contingenté. Ouais. Mais aussi, si là maintenant, de façon générale, vraiment, je dis à tout le monde, ne lâchez pas, foncez, faites ce qu'il faut faire pour atteindre vos objectifs. Donc, merci beaucoup, Lynn, pour ton témoignage, pour, dans le fond, de nous avoir démontré à quel point ta profession est enrichissante et puis elle est issue de divers horizons. Donc, j'espère que ça en a inspiré plusieurs, ça a enseigné plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui et au plaisir de voir les différents projets que tu auras dans le futur et je suis sûre et certaine que ce sera pour le meilleur et dans la pérennité. Donc, au plaisir, ma chère. J'espère te revoir bientôt. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce projet qui, je pense, va en bénéficier plusieurs. Merci. Merci à toi et bonne continuité. Merci, bye bye.